Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au deuxième volume de la mini-série, maxi-série, on ne sait plus trop comment il faut l'appeler, de la bataille de Jakku, donc sorti tout récemment chez Panini. Ici Francis en direct de Québec et comme à nos habitudes récentes, on retrouve Jean en direct de Vancouver qui est sous-titré ici Post-Lover, donc je ne sais pas pourquoi. Post-Lover, post-logie, vu qu'on parle de post-logie ce soir, post-lover, parce qu'on aime bien la post-logie quand même. Voilà. C'est très recherché. J'ai mis au moins 10 secondes à appuyer ce pseudo en arrivant. Excellent. Excellent. Donc, on peut saluer nos partenaires de Star Wars Littérature Québec avant d'aller plus loin. Donc, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook, à venir discuter, que ce soit comics comme ce soir, mais aussi romans, les beaux livres, autant canon que légende. Donc, voilà, venez nous rejoindre sur Star Wars Littérature Québec, communauté très bienveillante, à l'image de celle de Star Wars en direct aussi. Jean, qu'est-ce qu'on avait pour les auditeurs récemment? Alors, récemment, mais beaucoup de littérature, hein, surtout de la littérature, on va dire, hein, vu que le seul truc peut-être hors littérature, c'est la critique de Tales of the Underworld, la dernière série, peut-être pas en date, vu qu'elle était sortie en même temps qu'Andor, mais disons que c'est notre dernière critique en date, en tout cas hors litté. Puis tout le reste, c'est que des romans ou des comics. Donc en roman, on a le Into the Light, le dernier roman que nous avons critiqué en compagnie de notre auditeur préféré, non, je ne devrais pas dire ça d'ailleurs, de notre auditeur du Discord, Philippe, parce qu'on n'a pas d'auditeur préféré, on les adore tous. Ah, ok, je cherchais notre consultant de la bordure extérieure. Voilà. On s'est un peu trop emballé là, mais effectivement, en tout cas, ça faisait super plaisir de le retrouver sur cette critique-là. Et après, c'est que du comics, donc on a fait le Star Wars tome 9, le dernier tome de la série Star Wars Ongoing, voilà, dont on a la miniature ici, et la mini-série de la Haute République, Les Échos de la Peur, qui est la dernière série. C'est quoi cet accent-là? Les Échos de la Peur. La Peur, c'est le front un petit peu accent de Montréal. Bon, évidemment, ça ne te parle pas, là, mais c'est ça. Les gens de Québec, là, quand ils veulent ridiculiser l'accent de Montréal, ça sonne un peu comme ça. C'est vrai? On va parler un petit peu comme ça, alors. Et pour ceux qui veulent, là, on va critiquer un tome 2, donc pour la critique du tome 1 de la bataille de Jakku, on vous renvoie à notre critique de la bataille de Jakku, tome 1, qu'on avait déjà fait, parce que on conseille quand même l'écoute du tome 1 avant celle du tome 2. Hein? Oui, qu'on avait, bon là, je ne sais plus exactement quelle date c'est sorti, mais bref, si vous remontez un petit peu dans le fil, que ce soit Spotify ou peu importe, vous devriez le retrouver. Vous pourrez voir à quel point on avait aimé ou pas. Bon, comment dire, on peut spoiler, on n'avait pas aimé. Ça, le volume 1 était vraiment pas un grand succès. Moi, je pense que j'avais donné un 8 sur 20. Oui, ça, 8. Le 8, c'était un peu mieux, mais c'était genre la moyenne, mais difficilement, quoi. C'était pas fifou, quoi. Donc, on va voir ce soir si ça s'est amélioré, là, parce que, c'est ça, pour rappel, on peut peut-être rappeler tout de suite, Jean, c'est très spécial, hein, parce que c'est comme, la série, c'est Battle of Jakku, la bataille de Jakku qui se poursuit en 12 numéros, mais c'est quand même séparé en 3, c'est comme si c'était 3 mini-séries de 4. Donc, la première, c'était quoi en français déjà? Insurgency Rising, mais alors en français. Ouais, c'est ça, l'insurrection, l'ascension de l'insurrection, un truc comme ça. Bref. Là, cette fois-ci, c'est République assiégée. Et en français, j'imagine que ça va être le dernier combat ou quelque chose comme ça. C'est Last Stand. Last Stand, voilà. Fait que c'est ça, évidemment que c'est commun, mais il y a quand même par exemple, des changements il peut y avoir changement de dessinateur ou des choses comme ça. Il y a des gaps. Alors que du côté de chez Panini, on a l'air de laisser faire la séparation en titre et le sous-titre. Vraiment, les albums, c'est Bataille de Jakku, tome 2. Vraiment, c'est pas sous-titre. Il doit avoir le sous-titre sur le côté, là, mais ils n'ont pas mis l'accent comme si c'était 3 mini différentes. C'est vraiment, ils ont fait ça comme si c'était une série en 3 albums. Sachant qu'il faut le rappeler, les 3 mini-arcs, les 3 arcs de 4 numéros, il y a un petit gap temporel entre, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça ne suit pas vraiment complètement, si ça suit chronologiquement, mais il y a quand même un petit temps qui se passe entre la fin de genre Insurgency Rising et le début de République Under Siege. Oui, effectivement. On y reviendra après l'hyperespace, mais Jean, est-ce que tu avais un petit WhatsApp Star Wars récent?
C'est pour ça, là, on est tellement emballés qu'on se jetait directement dans la critique. Écoute, oui, oui, bien sûr, un petit WhatsApp toujours. Littérature, là, dernièrement, on s'est lu le Star Wars The High Republic Edge of Balance, donc c'est un équilibre fragile en français, sous-titré Prémonition. Alors ça, c'est un des 3 tomes, pardon, qui composent la phase 3 des mangas Un équilibre fragile. En français, je crois qu'il y a que le tome 3 qui est sorti. Donc il y a un tome 4 de prévu, qui est le dernier, et le sous-titré Prémonition, donc, que je traite là ce soir, c'est un tome un peu hors série en fait. C'est un peu hors série, c'est le point de vue de Yoda plus que de Lily. On sait que Lily, c'est la Jedi un petit peu qui est un peu la héroïne de cette série de manga Edge of Balance. Là, non, c'est pas du tout Lily, on va suivre Yoda. C'est écrit par Daniel Rosé Holder, ton pote, notre pote à tous, de toute façon on l'apprécie plus ou moins, et c'est dessiné par un certain Heining, et franchement c'était plutôt plaisant à lire. Alors c'est énormément d'action, c'est un Yoda en gros face à des nameless, hein, sans trop spoiler, donc il n'y a pas vraiment de développement de lore de la Haute République. Là j'étais un peu déçu de ce côté-là, d'autant que le précédent, le prologue, qui était le manga de la phase 2, lui était indispensable, hein, alors que tout ce qui était lore nameless pour le passé d'Azlin Rel aussi c'était important. Là, c'est peut-être un peu moins indispensable, mais ça reste très joli, très manga, très dynamique, beaucoup de fights, beaucoup de Yoda qui se fight, donc si on kiffe ça, ça fait plaisir. Et donc en VF, il n'y a pas encore de date, c'est Nomidobi qui est l'éditeur des mangas Un équilibre fragile. Donc ils ont sorti le tome 3, le tome 4 et ce Prémonition n'a pas encore de date de sortie, mais ça ne serait tardé. On table sur une fin d'année. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Nobi est quand même très bien au niveau délai là, de traduction. Ouais. Ouais. Et puis on vous critiquera. Alors on va faire un package. On fera le tome 3, donc comme dit, déjà sorti en VF, et le tome 4 et ce Prémonition, une fois que tout sera sorti chez Nobidomi. Voilà. Excellent. Ben c'est bon. Écoute, moi de mon côté, c'est pas compliqué. J'ai débuté la lecture, l'écoute pour être plus précis, de Trial of the Jedi, donc le tout dernier roman de la Haute République. Donc c'est quand même un 4 ans et demi, 5 ans là, qu'on est sur ce projet-là de la Haute République. Le projet Luminous à l'origine. Donc, c'est Charles Soule qui revient pour conclure ce qu'il avait débuté. C'est lui qui avait écrit le premier roman. Étrangeté sur la durée. On en a discuté aujourd'hui, Jean, mais moi, j'avais lu des critiques, ceux qui ont eu accès en avant-première, disaient qu'ils trouvaient ça peut-être trop court, que ça aurait mérité plus. Et là, ben, une fois qu'on l'a en main, tout à coup, puis effectivement, dans ce qui était annoncé, c'était 12 heures. Oui, 12 heures. Et là, finalement, c'est 18 heures. Ouais. Donc, c'est quand même dans les gros, là. Je veux dire, en moyenne, là, il y a ceux de Timothy Zahn qui ont déjà dépassé ça. Ouais, les Fried aussi. Peut-être un Alexander Fried, ouais. Mais c'est ça. On est dans les gros quand même. Là. Fait que c'est pour ça que je trouvais. Moi, là, c'est ça, je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez court. Fait que bon, est-ce que toi aussi, tu l'as débuté aujourd'hui? Non, parce que oui, il est sorti aujourd'hui, là, on enregistre le jour sorti du livre. Non, je l'ai récupéré sur Audible, mais je ne l'ai toujours pas lancé. On va se faire ça dès demain. Ben écoute, moi je rappelle pour les gens qui ne seraient pas encore au courant, parce que c'est quelque chose qui comment dire, il n'a pas nécessairement été publicité tant que ça, mais si vous avez un accès, par exemple, si vous écoutez notre podcast sur Spotify, fait que si vous avez un compte Spotify payant, premium, ou je ne sais plus les catégories, là, mais bref, moi, comme j'ai 4 enfants, c'est le compte familial. Donc, c'est inclus, là, tous les audio books de Star Wars sont inclus. Là, je dis tout, mais peut-être pas les jeunesses, en tout cas, bref, mais c'est ça. Ceux de chez Del Rey, c'est inclus. Donc, c'est ça, disponible depuis aujourd'hui sur Spotify gratuitement si vous, de toute façon, comme moi, vous payez une fortune tous les mois pour des trucs comme ça là, que vous préférez ne pas regarder. Ça fait combien à la fin de l'année? Des abonnements. Sinon, Audible, il est dispo, donc abonnez-vous juste pour le free trial, là, le mois gratos, et puis dépensez le crédit gratuit pour ça. Puis mais ça, on le dit à chaque fois, puis c'est juste une fois que tu peux faire ça. Donc... ouais, c'est ça, c'est dommage. Excellent, Jean. Est-ce qu'on est prêt à passer en hyperespace? Ouais, attends, juste avant, j'avais un petit mea culpa concernant les sorties Panini de ces Battle of Jakku. Tu sais qu'on rigolait, on pensait que Panini était un peu dans
dans la sauce avec la publication, tu sais, du tome 9 qu'on a critiqué Star Wars, qui était publié après, voilà, c'est là, tu montres en miniature, qui était publié après donc le début de la bataille de Jakku qui se passe après. Et donc finalement Aurélien Vives, donc comment t'appelles ça? Ben, je me souviens plus là, la traduction, mais bref, c'est le responsable de la collection Star Wars chez Panini. Voilà, de collection de com aussi. Donc il m'a répondu sur ça et en fait, j'avais complètement zappé, mais il a complètement raison. En fait, le Star Wars 9 a été déjà publié techniquement dans les fascicules en souple, tu sais. Ok, fait que c'est ça la raison. Ok. Ouais, voilà. Ça, plus le fait qu'il me disait aussi que Battle of Jakku, t'avais pas vraiment de lien avec la série précédente, donc techniquement. Non, il n'y a pas de spoil ou des trucs comme ça, là, voilà. effectivement. Mais ouais, c'est ça. Ben, un des prochains albums qu'on va critiquer aussi, Inquisiteur, il a été déjà publié dans des fascicules souples. Donc, nous, c'est ça. Vu la multiplicité des plateformes, on a plutôt fait le choix de rester sur les albums 100% là, cartonnés. Donc, effectivement, et là, dans le cas de Bataille de Jakku, ben, c'est pour ça qu'ils disent que c'est inédit, parce que c'est ça. Ça n'a pas été publié dans des recueils, si on peut appeler ça comme ça. Là, fait que bref, c'est ça. Puis, de toute façon, tu vois, à moins que je ne me trompe, je crois que ces fameux recueils-là, je ne suis pas certain qu'ils sont disponibles au Québec. En tout cas, j'ai des gros doutes. Les albums 100% traversent l'Atlantique, mais ceux-là, j'ai des gros doutes. En tout cas, si c'est le cas, vraiment pas dans toutes les librairies. Faut que tu fasses un tour dans l'Imaginaire ou Kaya par là. C'est de voir si tu les trouves. Ouais, exact. Donc, voilà. À ce moment-là, on passe en hyperespace puis on attaque justement cet album-ci de la bataille de Jakku. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, de retour de l'hyperespace, comme j'expliquais, on est là pour discuter du deuxième volume de cette série de la bataille de Jakku, deuxième sur 3. Donc, on va faire les specs très rapidement, si je peux les retrouver. J'ai les gars à côté. Juste ici. Donc, c'est ça, sous-titré République assiégée, donc Republic Under Siege en anglais. Chez Panini, les comics, ben, c'est ça, c'est les numéros 1 à 4 de la mini-série Republic Under Siege. C'est ça, vous comprendrez que c'est un peu comme si c'était les numéros 6 à 8 de la série Bataille de Jakku. Pour un 16 €, 104 pages, sorti le 2 juillet 2025. Chronologie, on est en plus 4, donc on est après le retour du Jedi. Au scénario, on demeure avec Alex Segura au dessin. On demeure aussi en partie là, avec Stefano Raffaele et dans cet album-ci, un petite présence de Jetro Morales aussi. Aux couleurs, c'est Alex Sinclair principalement, mais là aussi, on a une petite présence de Jim Campbell. Aux couvertures, c'est Torin ou Torin, je ne sais pas comment il faut le dire, Torin Clark. Synopsis de cet album-ci. La fragile Nouvelle République fait face à un puissant ennemi, le grand Moff Adelhard, soutenu par les acolytes de l'au-delà et les passeurs d'épices de Kijimi. Luke Skywalker part en quête d'une relique qui pourrait garantir l'avenir de l'Ordre Jedi, tandis que Lando Calrissian lance une offensive. On peut peut-être mentionner, Jean, avant d'aller plus loin, déjà rappeler un peu les mêmes rappels qu'on a fait dans l'émission précédente sur le premier tome, que je cherche un terme qui ne sera pas censuré, mais ça n'a pas le début du commencement de lien avec la bataille de Jakku. Ah, alors dans ce tome, on a la mention. Ouais, c'est ça. Là, il mentionne qu'il va y avoir quelque chose sur Jakku. Fait que c'est vraiment, ça aurait plus, il aurait fallu peut-être plus Road to, là, on avait eu ça sur sur les films, voyage vers. Là, parce que c'est vraiment, là, moi, je trouve que c'est ultra. Ça peut être très, très, très décevant. Si tu achètes ça en te disant, OK, c'est cool, on va avoir la bataille de Jakku, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On l'a déjà eu dans d'autres œuvres, là, pas vraiment en comics, mais c'est ça. Ce qui est malheureux en plus, parce que, tu sais, mettons justement là, que dans 6 mois, ils se disent effectivement, on a déjà eu plusieurs éléments de la bataille de Jakku dans le jeu Battlefront 2, dans 2 séries de romans, même dans Étoile perdue, mais on ne l'a jamais eu
dans des comics. Fait que Oui, si oui. dans 6 mois, Marvel se dise « Hey, ça serait bien, on pourrait faire une série de guerre, tout ça », ben là, le titre a déjà été utilisé pour une Oui, oui. série de merde mal nommée qu'on critique aujourd'hui. Fait que tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'est ultra décevant de ce côté-là. Bah, pour Deuxième... rebondir sur ça, Ouais, ouais, juste le côté marketing, c'est ça, tu critiquais un peu le côté marketing dans le tome 1. Là, en Mhm. fait, voilà, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur ça, surtout que là, après la lecture du tome 2, ils auraient dû, comme tu l'as dit, road to ou down of the Battle of Jakku, parce qu'en fait, Ouais. enfin, dans les mémos commerciales, ils te disent que c'est en fait, c'est les événements qui vont amener à la bataille de Jakku. Alors effectivement, le titre est mal choisi, mais en fait, on est plus proche de l'épisode 6 que l'épisode 7. Dans l'épisode 7, c'est le lendemain de la bataille de Jakku, c'est juste après la bataille de Jakku, tu vois? Mais, mais ouais, on est plus proche de l'épisode Le 7. film, tu parles? Ouais, 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 l'épisode Ah non, 7. mais on est loin de la bataille de Jakku. Le film, on est 30 ans plus tard. Là. Donc, Ah OK, OK, pardon, pardon, pardon. mais il reste que même là, je serais même pas. Je critiquerais quand même si c'était là, ce qui va mener à la bataille de Jakku, parce que c'est même pas le cas non plus. Je suis désolé, mais c'est dans les romans qu'on a eu. Tu sais, là, on suit qu'une petite. Que 3 personnages impériaux. Là, je suis désolé, c'est pas les événements de cette série-là qui mènent à la bataille de Jakku, mais pas du Non, tout. c'est ça, non, Vraiment pas. Là. on le verra plus tard, mais c'est l'autre côté impérial qu'on suit un petit peu dans ce tome-là, mais pas le principal, quoi. Ouais, il y a comme ouais, c'est ça. Voilà, le deuxième point de, comment dire, de contexte que je voulais donner, ben, c'est l'auteur, Alex Segura. C'est lui qui nous avait écrit le livre Poe Dameron il y a quelques années, qui suivait beaucoup la période où Poe Dameron est avec les passeurs d'épices de Kijimi. Donc, qui reprend ses personnages dans cette série-là. Parce que c'est quelque chose que plusieurs personnes vont se gratter la tête, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans cette histoire-là, les passeurs d'épices? Ben voilà, c'est Alex Segura qui réutilise ses propres personnages comme c'est souvent fait par les auteurs. C'est bien correct, comme on dit ici, mais il faut avouer qu'on se demande un peu, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui lie les différents éléments de cette histoire-là? Donc, aussi de son one-shot The Rebellion qu'il a fait pour les 40 ans du retour du Jedi, et les personnages qui reviennent dans ce tome-là, de ce one-shot-là, quoi. C'est assez spécifique, c'est le Segura-verse presque. Ouais, et qui commence à bâtir petit à petit. Moi, j'avais moins aimé quand même son. Ben, tu sais, c'est ça. Je peux pas dire que j'avais été un grand fan de ce roman-là, mais de mémoire, toi, tu l'avais bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Le côté un peu teenage Poe, là, ses relations avec Zori Bliss, c'était pas mal. Ouais, ben moi, j'avais beaucoup aimé, c'est ça, tout l'aspect avec ses parents, etc., là, puis avec les autorités de la Nouvelle République, tout ça. Mais ouais, toute la partie passeur d'épices, là, je trouvais ça moyennement crédible. On était très loin d'être en présence de vrais criminels. C'était criminel dans une série pour enfants. C'est les méchants dans Home Alone. C'est un peu ça. Mais là encore, on le verra dans ce tome-là, tu te demandes pourquoi ils sont là. Moi, j'aime bien ce groupe-là, mais effectivement, leur importance est tellement minime que. Ouais. Et c'est Segura qui fera aussi la suite. Hein. Enfin, le 3e tome de Battle of Jakku. Donc, il fait toute la mini-série. Quoi. Donc, bonne idée de le préciser. Donc voilà, si on fait une petite partie sans spoil, Jean, ton avis global, rapide sur ce comics? C'est très rapide pour une fois. Déjà, on peut dire que niveau dessin, c'est pas aussi pire que le tome 1 parce que le plus mauvais dessinateur de groupe du tome 1, pour ne pas le nommer, Leonard Kirk, n'est plus là. Donc ça, c'est déjà un gros point positif, on va dire. C'est Stefano Raffaele, c'est un des autres dessinateurs qui avait fait un petit truc dans le premier tome, juste la petite histoire à la fin du numéro 1, qui fait 4 numéros principaux ici. C'est pas... On verra, c'est pas, il y a des hauts et des bas dans ses dessins, c'est pas aussi mauvais que Kirk, mais bon, c'est pas aussi bon que Jetro Morales, qui lui fait juste un petit one-shot, malheureusement. Ben, même pas, hein, c'est ça, on ne l'a pas expliqué, mais c'est que dans le premier issue, là, donc dans le numéro 1, c'est 2 histoires au lieu d'être juste une. Comme le tome 1. 2 équipes différentes. Moi, je comprends pas, en fait, cette structure-là, l'intérêt de ça m'échappe un peu. Oui, on avait ça pour le tome 1 et on aura ça pour le tome 3. Les 3 premiers numéros des 3 tomes ont une petite histoire à la fin avec des artistes différents. Bon, ça c'est niveau dessin, mais après niveau histoire, moi j'ai trouvé un poil plus intéressante que celle du tome 1 quand même. C'est pas un truc de fou non plus. Et pour la blague, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui fait un caméo.
mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc déjà, ce tome part avec un avantage, sans spoiler. Sans spoiler, écoute, attends un petit peu, je vais remettre sur le... OK, ouais. Il n'est pas sur la couverture de Panini, mais le personnage dont tu parles est sur la couverture du numéro 2. Là. Donc, en termes de spoil, là, c'est raté. Ouais. Là. Donc, ouais, il est sur la couve du numéro 2. Pour ceux qui ont le... Voilà, ça poussera les auditeurs à regarder sur YouTube. C'est ça. De toute façon, on va en parler incessamment. Écoute, de mon côté, je considère que c'est pire que le numéro 1. Oh, oui. Non, écoute, il n'y a pas photo, là. Côté histoire, c'est inintéressant au possible. Qu'est-ce que ça fait dans ce médium-là qu'est le comics? Des personnages que je trouvais intéressants d'avoir ramenés dans le numéro 1 sont plus là cette fois-ci. Donc, tu sais, il y avait Yager, il y avait le père de Poe Dameron, des personnages comme ça. Ils sont plus là. On a les fameux personnages de Segura, donc je me contrefous, là, mais vraiment, là, toute la bande de passeurs d'épices, non, mais c'est voilà. Toute la bande des, parce que je l'ai dit un peu dans le synopsis, là, mais il y a c'est quoi, là, les acolytes de l'au-delà. Ça aussi, mais je trouve ça complètement champ gauche, là. Qu'est-ce que ça vient foutre? Puis bon, les mêmes petites critiques, mais là, à un moment donné, c'est inhérent, là, mais ces deux personnages-là qui viennent d'un petit jeu vidéo de tablette, là, pendant la mode là, où tout à coup, tout le monde s'est garoché sur les jeux de téléphone et de tablette. Donc, le grand moff Adelhard et son espèce de Robocop là, complètement ridicule. Oui. Je me souviens plus son nom. Bragg, oui. Commander donc, c'est ça. Sinon, il y a peut-être deux autres personnages intéressants, là, mais c'est ça. Pour moi, ça s'arrête là. Donc, fait que ça, c'est côté histoire, auteur, tout ça. Et côté dessin, c'est atroce. Non, mais vraiment, là, pour moi, c'est le niveau Georges Gentil. Ce numéro-là. Écoute, en fait, il faudrait vraiment qu'il fasse une série sur des aliens, de mon point de vue, parce que, par exemple, on verra un peu plus tard, mais quand il fait, par exemple, des moines calamari, là, c'est magnifique. Oui, quand il fait, voyons, son nom m'échappe, mais. L'amiral Akbar, voilà. Akbar, ouais. Il est magnifique, c'est super beau. Mais tous les visages d'êtres humains, c'est atroce. C'est n'importe quoi. Visiblement, il n'arrive pas du tout à avoir de cohérence entre deux profils, on va dire, du même personnage. On y reviendra tout à l'heure, mais ton personnage, justement, Chouchou, qui est dans l'album, ça en est comique. Il y a du copier-coller quand elle est de face. OK? Fait que c'est vraiment comme s'il a pris. Oui, c'est vrai, il y a le copier-coller. Oui, ça, je remarque. Exactement, là, sur plein de cases, plusieurs pages, même sur 2 numéros. Mais dès qu'elle est un petit peu de profil, dès qu'elle est sur un autre angle, on la reconnaît même pas. Ça pourrait être un autre personnage tellement elle ne se ressemble pas. Écoute, c'est ça. Fait que, sauf certains petits détails que j'ai trouvé bien. On discutera de ça. Au niveau couleur, quand même, c'est bien correct, encore une fois. Ça, j'ai pas vraiment trouvé de critique. C'est vraiment au niveau du dessin, et son style, et la cohérence, et tout ça. Fait que bref, j'en ai déjà trop dit en partie non-spoil. Pour moi, c'est un échec total, et ça va être dans le... peut-être dans le top, je ne saurais pas dire, dans le top 10-15 de mes pires comics Star Wars. Quand même. Ouais, fait que je serais curieux d'avoir ton avis sur les différents éléments. Je vais être moins on verra, mais c'est ça augure mal. OK. Bon, ben écoute. Un petit avertissement spoilers, rapide. Donc, Jean, est-ce que tu peux nous résumer ce chef-d'œuvre de Alex Segura, les 4 numéros? Dans le fond, au pire, veux-tu commencer par le petit affaire qui s'appelle Consolidation, puis après ça, on fera le fil principal? Oui, parce que là, on pourra critiquer ce petit one-shot dessiné par Jetro Morales, du coup. Dessiné par ses dessins aussi. Donc là, c'est contrairement à la petite histoire du tome 1 là, qui s'appelait, je ne sais plus, qui avait un nom aussi, qui revenait là sur le passé d'Adelhard. Là, on prend directement après la suite du tome 1 quasiment, quoi. C'est un peu la suite du numéro 1, pardon. Du numéro 1 du tome 2. Parce que la petite histoire vient après le numéro 1 du tome 2, en fin de premier numéro. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis.
En tout cas, c'est Adelard qui va envoyer Bragg surveiller donc Kit. Kit, on se rappelle, c'est la lieutenant d'Adelard, mais qui est en fait une espionne infiltrée. Et ben, on le verra dans le résumé du premier numéro. On sent qu'elle se compromet un petit peu. Et donc, on ne sait pas si Adelard est au courant, si comment s'appelle, son acolyte du Billion, la Reina Haute-Culée, elle est au courant elle aussi. En tout cas, sa couverture commence à être compromise. Et on y voit aussi dans cette petite histoire un petit flashback qui fait lien avec la fin du tome 1, où on voit Adelard qui s'allie aux acolytes du Beyond. Il va aussi s'allier au Spice Runner de Kijimi, c'est un peu ce que tu avais dit dans le résumé non spoiler en fait. Et on va le voir tenter de s'allier avec d'autres leaders impériaux comme Ray Sloan ou un certain, comment il s'appelle, Kenner Lorig. Voilà. Mais là, ça coince, il n'arrive pas à assurer ses alliances. Du coup, il va être un petit peu tout seul. Adelard va vouloir, va au final se retrouver tout seul dans sa zone de la galaxie. Et voilà, ça finit sur le fameux prisonnier rebelle qu'on avait dans le numéro 1. C'est bizarre de parler du numéro 1 sans l'avoir résumé avant, tu vois, parce que les gens vont rien comprendre, je pense. Qui est retrouvé mort par Adelard et Bragg. Bon, voilà, ça finit comme ça. Et donc, c'est dessiné par Jetro Morales, toujours nickel, je trouve. Ouais, ben écoute, on peut critiquer histoire et dessin de ce mini numéro-là, puis après ça, attaquer le film principal. Moi, comme je te dis, c'est le concept d'avoir un mini numéro à l'intérieur du premier numéro que je critiquerais. Sinon, l'histoire est pas mauvaise. C'est ça. C'est comme si on développait en flashback l'historique de ce personnage-là. Oui. Côté dessin, comme tu dis, Jetro Morales, pour moi, fait bien le travail. Donc, j'aurais quand même quelques critiques, là, entre autres sur quand il fait l'espèce de sorcière là, avec les cheveux blancs là, qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous. C'est ça. C'est inégal, je trouve, d'une page à l'autre parfois. Là, on a des très, très, très belles choses, puis d'autres, bon, moyens. Puis, entre autres, par exemple, des fois, la dimension, on voyait à l'écran l'espèce de Robocop dont je parlais, là, le personnage Bragg. Ben, c'est ça. Sa dimension va varier d'une page à l'autre ou tu sais, c'est ça. Vu qu'il est quand même très massif, là, tu sais, qu'un personnage normal, mais bon. Faut dire, hein, on ne l'a pas vraiment mentionné, mais c'est une série. C'était déjà le cas dans le premier album, c'est le cas encore ici. Il y a un côté espionnage beaucoup. Il y a un côté intrigue là, entre les différents personnages. Tu ne sais pas qui est loyal à qui et tout ça. C'est vrai. Ça rend la chose encore plus dure à suivre un petit peu là, côté histoire. Ouais. De ton côté? Moi, j'ai bien aimé ce petit sortie. Ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir une petite histoire en bonus à la fin du numéro 1. Oui, ça étoffe le background du personnage. Les dessins, encore une fois, donc c'est Jetro Morales. Contrairement à tout le tome, donc Stefano Raffaele, on l'a dit, et on commence à bien le connaître, El Morales, hein, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait il a fait plein de trucs en fait. Bon, il a fait un petit peu du tome 1 de Battle of Jakku, il fera un petit peu du tome 3 du Battle of Jakku aussi, mais on l'a surtout vu dans The Blade, un peu de Bounty Hunter, de Afra, de Shadows of Starlight, de Star Wars 2020, le one-shot The Rebellion, scénarisé par Segura déjà. Et moi j'aime bien son style, je trouve que c'est au niveau des visages, je trouve que Raffaele, on en parlera, pêche un peu, et pas spécifiquement les visages. Quand tu as la caméra qui est zoomée sur le personnage, il est un peu meilleur, Raffaele, hein, je parle, que quand les personnages sont un peu plus loin, et donc là il back un peu plus le travail. Mais Morales, je trouve qu'il est toujours très très bon, et je sais pas, c'est très lisse comme dessin, je sais pas s'il utilise une technique particulière ou du matériel particulier, j'en sais rien, mais c'est plus rough pour le Raphaël et c'est plus smooth pour le Morales. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est plus agréable à l'œil quoi, à lire, je sais pas. Ouais, avec Morales, tout à fait. Voilà. Mais ouais, après, niveau scénario. Pour moi, c'est pas Morales n'est pas de niveau des tops là, qu'on adore, mais tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est un très bon entre-deux ou très tolérable, ça fait le travail. Ouais. Mais après, c'est pas plus de critiques que ça niveau scénario. Ça étoffe encore une fois le perso. Voilà. Si on attaque le fil principal de cet album-là. Yes. Alors, donc le tome. On avait déjà laissé nos héros qui avaient vaincu déjà une première fois le méchant Ubric Adelard à la toute fin du premier numéro, mais celui-ci avait survécu. Et là, donc, comme j'ai dit, on fait un petit bond dans le temps, parce que maintenant on est situé entre les deux tomes 2 et 3 d'Aftermath, alors que le premier tome du comic, c'était plus pré-tome 2 d'Aftermath, donc de Riposte, la trilogie Riposte. Lisa.
Leia est enceinte, Voilà. très, très enceinte. Voilà, exactement. C'est ça, c'est exactement cette marque chronologique-là qui te fait dire que ouais, on a jumpé temporellement. Bah, déjà parce que Adelard pardon, s'est remis de sa défaite, est revenu de renouveau sa flotte. Donc tu dis, il s'est passé un petit temps, il a reconstruit sa flotte, tout ça. Et Leia est plus un petit bidon comparé au tome 1. Donc effectivement, Alors là, je dirais qu'elle est à 7 vas-y. mois au moins. Ouais. Là. Ouais, là, ça approche, là, l'accouchement. Ouais. T'es un spécialiste, hein. Moi, j'en ai qu'un, toi, t'en as 4, donc je te fais confiance sur ça. Ok, donc le résumé. Nous retrouvons donc Luke et Rina Denat, le personnage inédit qu'on avait vu pour le tome 1, qui sont sur une planète forestière à la recherche d'un artefact Jedi. Ils vont se faire attaquer par les acolytes du Beyond, la secte là, qu'on retrouve ici après être apparu dans le tome 1, mais avant ça dans le roman Aftermath. C'est une idée de Chuck Wendig, ces acolytes. Après, on se retrouve sur Chandrila, où Leia et Mon Mothma, donc une Leia en scène, tu l'as dit, et Mon Mothma vont un petit peu s'entretenir, replaçant le conflit contre le restant de l'Empire qui fait encore rage dans le secteur d'Anoat, et il parle de ça, d'Anoat. Car l'infâme gouverneur, alors je dis gouverneur, mais est-ce que non, c'est Adelard, ancien gouverneur, il n'est pas Grand Moff, non, je ne sais plus. Là, il est Grand Moff. Ouais. Voilà, c'est Grand Moff Adelard, autoproclamé, si je ne dis pas de bêtises, a donc récupéré de sa défaite contre Luke et a repris donc la bataille contre l'Alliance. Avec lui, il y a toujours donc Bragg, on le disait. Bragg, tiens d'ailleurs, le commandeur Bragg, il est qualifié de Purge Trooper dans le jeu vidéo, tu me disais le jeu vidéo mobile Star Wars Uprising. Et les Purge Troopers, je ne pense pas avoir vu ça ailleurs que là. Oui, c'est les Stormtroopers noirs, entre autres dans les jeux vidéo Jedi Fallen Order. Donc, puis on les revoit en version très légèrement différente, malheureusement. Je n'ai pas compris pourquoi, mais dans la série Obi-Wan. Donc, c'est les troopers en noir là, qui accompagnent les Inquisiteurs. D'accord. Souvent avec des bâtons qui font de la petite lumière violette. Là. C'est ça, là, pour se battre avec des sabres laser. Ok. On retrouve aussi donc l'acolyte Reina Otscule et le lieutenant donc Keith Aleitia, la fameuse lieutenant espion rebelle. Et justement, voilà, il y a un prisonnier rebelle qui va se faire capturer. Et il va à limite presque dévoiler la couverture de Keith, mais elle va le neutraliser juste avant. Mais ça va quand même mettre la puce à l'oreille à Reina et peut-être à Adelard, si on ne sait pas trop là à ce moment-là. Et on se retrouve ensuite du côté de la planète Malastar, où un certain général Kenner Loring, alors j'aime bien le Kenner, ça fait un petit peu référence au jouet Kenner. Et lui aussi, il est en pleine bataille contre les rebelles de son côté. Adelard va lui proposer une alliance, mais Kenner doit aussi traiter avec un traître rebelle infiltré dans ses rangs, qui va traquer et descendre avant que le rebelle ait pu avertir l'alliance. Et on revient avec Luke et Rin sur la planète forestière là, et après leur fierce bataille contre les acolytes, ils retrouvent l'artefact Jedi, mais qui va se faire voler in extremis au dernier moment par ni plus ni moins que Dr. Afra, la docteure Cheryl Afra, qui fait une petite apparition en fin de numéro 1. Et donc, ça va être un caméo dans ce tome-là, vous le verrez, parce que Luke, Rin et Afra vont vite se retrouver face à un monstre local énorme. Avec Afra, c'est ça. C'est un caméo de un bon 10 pages au moins. Là. Ouais, voilà, juste pour le numéro 2, en fait. Ouais. Et qui va juste dire, en fait, à Luke que l'artefact qu'il trouve là, c'est un faux, et que c'était un appât, en fait, pour le distraire à lui et l'éloigner des bails de l'Alliance, tu vois, pour que les impériaux puissent se battre contre l'Alliance sans qu'ils aient un Jedi dans les bras, quoi. En gros, c'était ça. De leur côté, on a les leaders impériaux qui se réunissent et débattent sur le problème Adelard, parce que c'est devenu un problème même pour les impériaux. Adelard, il veut pas s'allier à eux, il veut faire cavalier seul, vraiment. Donc c'est là qu'on a la première mention de la bataille de Jakku. Et parmi tous les impériaux qui se réunissent, on retrouve donc Sloane, Loring, le fameux Kenner, mais aussi un certain Consular Rax. Consular Rax, qui est un personnage important, encore une fois, de la trilogie Riposte, qu'on retrouve ici. Rax qui a un peu l'air d'être en charge du reste de l'Empire, avec peut-être Sloane en second, mais c'est Rax vraiment qui gère le truc. Et le numéro finit un peu comme ça, quoi. Ah non, le numéro finit, c'est comment Lando et Pretty, voilà, Lando et Pretty vont se retrouver dans le système d'Anorat en pleine bataille spatiale et vont s'échapper de là.
Et Adelard va faire appel à des bounty hunters, en fait, pour tuer des sénateurs qui ont été dépêchés par Leia pour être sénateurs de la Nouvelle République. Voilà. Donc c'est le début de pas mal de meurtres de sénateurs, comme ça, un petit peu mystérieux. Et donc l'Alliance va dépêcher des espions, justement, pour essayer de démasquer le serial killer ou les bounty hunters qui sont en train de buter les sénateurs un par un. On se retrouve ensuite sur Kijimi. On retrouve la leader des Spice Runners, Zeva Bliss, la maman de Zori Bliss de l'épisode 9, qui là est en train de dealer avec Tommaso. Alors Tommaso, pareil, c'est un personnage un peu compliqué. Alors c'est lui, on l'avait vu dans le one-shot The Rebellion, déjà de Alex Segura. Et c'est pareil, c'est un espion, parce que tu le disais, c'est très très espionnage comme numéro. C'est un espion rebelle qui est infiltré chez les Spice Runners de la maman de Zori Bliss, quoi, en gros. On a aussi une petite apparition à ce moment-là de Weasel. Alors Weasel, on en parlera plus tard, mais voilà, Weasel qui est une espèce de pas un bounty hunter, un voleur, là, c'est un voleur plutôt, qui va révéler à Zeva que Adelard a embauché 2 bounty hunters très très dangereux pour tuer Luke Skywalker. Voilà. Donc la rébellion, elle, de son côté, suite à ces news-là, va donc embaucher Belaird Valance et Jayla, donc le retour de Valance et de sa copine Jayla Hayden, ancienne impériale. Donc, qui est devenu avec un petit œil de pirate. Là. Voilà, exactement. Donc, qui vont être embauchés pour protéger Luke de la menace. Sur Chandrila, donc la planète de Mon Mothma et siège de la Nouvelle République, Luke et Leia vont se faire attaquer par un des fameux bounty hunters, un Trandoshan qu'on pense être comment il s'appelle, Bossk, mais que c'est pas Bossk en fait. Ouais, non, pas du tout. C'est un des passeurs d'épices. Voilà, d'accord. Ouais, c'est pas vraiment un bounty hunter, c'est un Spice Hunter, un Spice Runner. Donc là, baston contre lui. Mon se prend même un coup de poing, 32 chants dans la gueule, la pauvre, j'ai mal pour elle. Et on finit le numéro par Calder Beren. Alors Calder Beren, c'est encore un autre personnage un peu inédit, qui est surtout présent dans ce tome-là et le tome précédent également, qui est en fait le chef de l'espionnage rebelle, on va dire, un des chefs en tout cas, de l'espionnage, de la cellule d'espionnage rebelle, qui enquête sur ces fameux meurtres des sénateurs et qui va finir par se faire lui aussi buter par un des bounty hunters dépêchés par Adelard. Ouais, il est décrit comme un maître espion rebelle et comme un con en pleine ville, à ciel ouvert, là, à l'extérieur, par la Mon Mothma en hologramme. Oui, c'est supposé être un maître espion. Effectivement, d'ailleurs, il le paye très cher. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être que oui, c'était un appel qui ne pouvait pas manquer. Donc effectivement, c'est un peu débile d'avoir appelé Mon Mothma en pleine rue. Et on finit le tome sur Chandrila, où Mon va s'entretenir, tu disais, avec le général Akbar. Ça fait plaisir de le revoir, Akbar. On a Lando et Preti qui sont échappés du système d'Anoat, qui arrivent sur Chandrila. Tout le monde est réuni, là. Il y en a même Luke, Rin et Leia qui sont là aussi. Ils sont mis au courant donc, de la mort de Beren, du fameux maître espion. Ils ont aussi vent que l'Empire va réunir ses forces sur Jakku. Donc ils doivent se décider s'ils abandonnent leur combat dans le secteur d'Anoat contre Adelard pour regrouper leur flotte et aller sur Jakku pour la fameuse bataille de Jakku. Luke, par contre, lui, ça embête un petit peu. Donc il décide d'aller un petit peu seul, vite fait, avec quelques membres, donc Rin, Lando aussi, et quelques autres, mettre un terme aux agissements d'Adelard. Il y a Valance et Jayla aussi qui les rejoignent d'ailleurs. Et de son côté, Adelard découvre que Reyna, son acolyte, l'a trahi en communiquant avec les autres généraux impériaux. C'est elle-même qui engage le fameux Spice Runner Trandoshan pour tuer Adelard. Donc là, une petite baston entre le Trandoshan et Bragg, justement. Et Reyna, l'acolyte, va prendre le contrôle du Star Destroyer d'Adelard. La rébellion va arriver, donc le groupe de Luke va arriver au même moment. Donc, petite bataille spatiale. Et le tome finit sur Adelard, Bragg et quelques fidèles Stormtroopers qui sont envoyés en escape pod sur une planète isolée du système d'Anoat. Voilà. Ça finit un petit peu comme ça. Le tome qui s'écrase très violemment, là, et qu'il y a une main qui va sortir de là. Donc, voilà. C'est la main de Bragg, donc, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Ouais. Écoute, que dire? Je l'ai lu une première fois quand il sortait chaque semaine, l'automne dernier. Je l'ai relu pour faire l'émission de ce soir. Je viens d'écouter ton résumé et je suis encore aussi mélangé dans cette histoire-là entre les intrigues de rebelles, de passeurs d'épices, d'impériaux, ceux de l'au-delà, acolytes of Beyond, acolytes de l'au-delà. Pas mal d'histoires qui se croisent, effectivement. C'est
Non, moi, je suis désolé, c'est maladroit, c'est mal foutu. Ouais. C'est ça. Je suis désolé, tu sais, ça peut être très bien, une histoire d'espionnage, des retournements de situation, tout ça. Ouais. Là, non, c'est mauvais. L'espèce de relation aussi entre Adelhard et la semi-sorcière aux cheveux blancs, là, qui le menace avec un couteau, mais qu'après, ils s'embrassent. Et puis... Ouais. C'est mauvais. Ouais. C'était. Ce qui est dommage en plus, c'est que le personnage dans le premier volume que je trouvais intéressant, qui était l'espionne rebelle blonde du BSI, là, en saut blanc, est présente, mais elle a je veux dire, elle sert strictement à rien dans cet album-là. Un petit peu, numéro 1, t'as peur pour elle, tu dis sa cover va être Blowout, mais effectivement, ça revient qu'en fin de tome 4, où l'acolyte en fait avait deviné, mais va plutôt l'embaucher plutôt que la confronter à ce qu'elle est vraiment. Et ouais, au final, c'est dommage parce que c'est des petites miettes semées pour au final arriver à rien. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais moi, le numéro 1, j'avais peur pour elle, hein, franchement. Là. Ah ouais? Ben, écoute, on verra, là, parce qu'elle va être là aussi dans le dernier. Mais sinon, de là, ça, comme tu as dit, il y a quelques batailles spatiales avec Lando et son fameux vaisseau, là, Lady Luck. Lady Duck. Lady Duck, comme j'aime l'appeler, parce qu'il y a une forme de canard. Ouais. Mais écoute, j'ai pas compris non plus qu'est-ce que ces batailles-là viennent foutre dans l'histoire. D'ailleurs, pourquoi Lando? Ouais. Parce que c'est vraiment juste pour qu'il soit présent. Je veux dire, pour qu'il fasse quelque chose, ouais, effectivement. C'est ça, d'habitude, Lando, vu sa personnalité, vu ses contacts, tout ça, d'habitude, Lando apporte quelque chose de lui-même. Là, là c'est pas le cas. Là. Honnêtement, là, il apporte strictement rien à l'histoire. Ouais. Écoute. Si, il allait, pour moi, il est allé faire secourir un petit peu la Pretty, qui était une espèce de pilote qui était capturée par l'Imperium. Mais c'est bizarre parce que oui, techniquement, ils avaient déjà secouru Pretty dans le tome précédent. Donc ouais, là, ils sont revenus se faire une autre bataille à deux. Je sais pas. Dans une bataille, ça fait pas trop de sens, effectivement. Fait que, bref, puis bon, les chasseurs de primes, l'espèce de semi-boss de Trandoshan va complètement défoncer le Robocop à la fin de l'album. Donc, comme si de rien n'était, c'est vraiment là, il est présent sur une... là, ce que tu montes à l'écran, c'est quand il assassine des sénateurs. Mais dans le fond, plus tard, la semi-sorcière va trahir Adelhard. Puis là, elle l'a fait infiltrer le vaisseau d'Adelhard. Et bon, Adelhard ne sent pas de menace parce qu'il se sent toujours protégé par Bragg. Mais en fait, en quelques 2-3 cases, le Trandoshan va défoncer M. Robocop là, très facilement. La sorcière va lui dire de les exécuter. Bon, on comprendra qu'il ne l'a pas fait après. Là, il les a mis dans une capsule de sauvetage. Mais elle n'assiste pas à ça. Elle considère qu'ils sont morts. Tu comprends? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là, dans cette histoire-là. Écoute, je ne sais pas si tu peux me souligner quelque chose de positif. Ouais, parce que je comprends tes points. C'est vrai que c'est des facilités scénaristiques un peu grosses, effectivement. Genre la trahison de l'acolyte à la fin, je voyais venir à 100 km. Ah oui, tu sais, la 10e trahison de suite. Lui-même, Adelhard, le personnage lui-même dit « Bon, j'ai été trahi par une traite. » Ouais, voilà. Donc, effectivement. Non, ça on le voyait venir. Mais j'ai quand même... Alors, encore une fois, le scénario n'est pas exceptionnel. J'ai essayé de trouver des petits points comme ça va pas rendre le truc magnifique non plus, mais de manière générale, j'ai pas trouvé le scénario fifou de tout le tome, mais il m'a quand même poil plus plu que le précédent. Déjà, j'ai bien aimé le fait de voir l'Empire et ses généraux, alors les autres généraux, pas Alderaan, parce que la petite conférence, on va dire. Voilà, ils sont plus présents, il y a pas mal de scènes dans plusieurs numéros. Donc on voit qu'ils sont là, ils tentent de reprendre un petit peu le pouvoir, le contrôle de ce qui reste de l'Empire. Adelhard, lui, il fait une confiance en personne, voilà. Alors que tu as Sloane, tu as Lorig, tu as Rax maintenant qui fait son grand retour. Donc ça m'a fait plaisir de les revoir. En fait, comme pour le tome 1, c'est plus les liens avec toutes les autres œuvres en fait qui m'ont fait très plaisir. Et là, revoir Rax, mais content. Même là, écoute, je vais donner le bénéfice du doute, comme quoi ils ont bien attaché les ficelles. Mais il me semble, dans mes souvenirs, c'est pas tout à fait. Il me semble que Sloane, à ce moment-là, est beaucoup plus déjà en commande ou en tout cas
que ce qu'on voit là-dedans. Puis il y a une espèce de personnage, là, c'est-tu, là, je cherche le nom, tu l'as mentionné tantôt, là, qui est comme Rax. un peu... Non, pas Rax, l'autre, là, avec sa cape rouge, là. Un impérial avec une cape rouge, mais c'est comme si lui, j'ai aucun souvenir qui est mentionné dans les romans, que ce soit la trilogie de Riposte ou la trilogie d'Aftermath. Avec Cape Rouge, ah mais c'est Rax, c'est ça, c'est lui, c'est Rax avec Cape Rouge, le Docteur Strange sans la moustache. Pour moi, c'est Docteur Strange, on l'a en image. Ok, lui, c'est Rax, je mélange avec l'autre noir, là. Ouais, Rax. Ah ouais, le Black, c'est un autre, c'est un autre qui est lui, alors c'était un des antagonistes de Lost Star, j'ai plus son nom, mais donc ils reprennent aussi, donc là c'est pas mal aussi de le revoir, parce que c'était un des mofs qui confrontait les héros de Lost Star, le fameux super roman de Collier Lagré. Qui revient ici. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est en même temps que les événements, c'est ça, de la trilogie Riposte, la trilogie Aftermath et du roman Étoile perdue. On le voit en tout petit là sur la page que j'ai affichée, mais il est beau, il a une scène plus tard dans le tome. Ouais, effectivement. Je vais retrouver son nom là vite fait. Mais ouais, revoir ces personnages, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. On voit vite fait le temps d'une case, un flashback de l'ambassadeur Moore se faire électrocuter par l'empereur. Je me demandais, parce que justement on en discutait avec Loïc sur le Discord, on trouvait ça dommage que des deux personnages de Moore et de Mas Amedda, qui sont très présents dans la série Dark Vador qui se passe entre 5 et 6, qu'est-ce qu'ils deviennent post-6 et je me demandais si... on n'avait rien sur Moore de mémoire, mais on avait Mas Amedda dans la trilogie, c'est dans la trilogie Riposte, entre autres dans Chute de l'Empire, le 3e, où est-ce qu'il est encore aux commandes de Coruscant. Et il voudrait se livrer. Mais justement, les rebelles, la République, Mon Mothma refuse qu'il se livre parce que dans le fond, au niveau politique, ça sert la division de l'Empire, etc. Ok. Mais fait que Mas Amedda, lui, on avait un contexte, on va dire, là, sur l'après. Mais Sly Moore, de mémoire, on n'avait rien. Tu as raison, elle était quand même assez présente dans la série Vador, là, donc... C'est dommage de ne pas les avoir utilisés pour cet arc-là, quoi. Enfin, ils sont censés être dans, je sais pas, l'espèce de réunion impériale. Mais tu sais, tu parles de la réunion, moi je me suis dit, est-ce qu'on va voir Moff Gideon? Tu sais, en version, parce que là, ça se passe pas en même temps, Moff Gideon, puis la série Mandalorian, c'est 5 ans plus tard. Sauf que, bon, il est souvent mentionné, là, tu sais, dans la série Mandalorian, il mentionne d'autres de l'Empire, des remnants de l'Empire, tu sais, fait que... En tout cas, j'ai trouvé que c'était... J'ai pas l'impression que c'était parfaitement attaché. Mais écoute, c'est peut-être moi qui me mélange aussi dans mes souvenirs. Riposte, là, ça fait quand même... Oui, ça fait un moment. Et encore une fois... ça fait pas loin de 10 ans. Voilà, et comme le tome... Oui, c'est vrai, ça fait pas loin... Oui, c'est 2015. Oui, complètement, ça va faire 10 ans. Et on les a pas relus pour ces tomes-là. On aurait peut-être dû. Hein. Mais j'ai trouvé 2-3 incohérences, je te les nommerai plus tard. Et là, c'est donc le fameux Grand Moff Rand, voilà, qui est un des personnages de Lost Star. Et qui était dans Aftermath et Alphabet Squadron aussi en petit caméo. Voilà. Donc, ça fait plaisir de voir ces liens entre eux. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, moi, Sloane, c'est un personnage que j'adore. Je veux dire, on l'a eu jeune lieutenant dans la série Kanan. On l'a eu après ça. Moi, j'adore le personnage de Sloane. Pareil. Mais je trouvais que dans cette série-là, ça venait juste ajouter de la complication. Puis de la... Tu sais, au final, tu enlèves cet aspect-là de l'album, qu'est-ce que ça change? L'intrigue qu'on suit, c'est Adelhard. Non, c'est pour montrer que, voilà, pour montrer un petit peu les conflits entre, Adelhard, pourquoi Adelhard serait rogue. En fait, c'est un rogue impérial, en fait. C'est intéressant, je trouve ça comme statut. Après, il en fait pas des masses, Segura, mais avoir, des impériaux qui n'arrivent pas à s'unir et d'en avoir un comme ça qui part en couille. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a pas choqué. Justement, j'avais envie de voir un petit peu plus de Sloane, comme tu dis, et là, j'en ai eu un poil plus que dans le tome 1, on va dire. Le tome 1, c'était un caméo. Donc là, il y a ça, mais bon, bref. En plus de ça, évidemment, tu vois, Afra, bon, voilà, c'est juste un caméo, là encore, mais j'ai bien aimé, surtout que le numéro 1 finit sur ce cliff-là. Elle sert à rien. Elle sert juste à informer Luke et tout, mais j'aime bien, on en parlera niveau dessin, j'aime beaucoup son design aussi. On retrouve Segura l'écrit comme d'hab, quoi, sassy, avec son humour à la Afra, que moi j'adore. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime ce perso, c'est son humour un humour spécial. Hein, je comprendrais que ça plaise pas à tout le monde. Mais déjà qu'Afra n'est pas tout à fait le genre à rendre des services.
Ouais. Bon, elle a quand même une certaine dette envers Skywalker, là, mais en tout cas. Ouais. Puis là, elle se déplace en personne. Tu te dis, elle avait pas son numéro de téléphone. Ouais, mais pour un artefact, tu vois, à la base, je pense, ah ben voilà, elle est là pour Ouais, il y voler avait le lien. l'artefact. J'étais, ah, Ouais. c'est très cool, mais pour te dire qu'en fait, c'était en faux. J'étais, ah mince, ah oui, effectivement, c'était un peu con de faire le voyage juste pour lui dire que c'était en faux. Mais comme en fait, elle suivait la secte du Beyond, là, les acolytes. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là, puis elle a rencontré Luke par hasard, entre guillemets, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un caméo qui m'a fait plaisir. Et il y a plein de caméos, en fait, qui m'ont fait plaisir. C'est un peu comme un mauvais film Marvel, où tu as plein de caméos et tu es content, mais au final, l'histoire, elle n'est pas bien écrite, Ouais. pas bien développée. Il y a on parle des chasseurs de primes, donc il y a le Trandoshan qu'on connaissait pas, mais c'est surtout l'autre là qui s'appelle comment qu'on avait vu dans le fameux The Rebellion, Je le sais one shot. pas, en fait, mais on l'a déjà vu, effectivement. Mais moi, je trouve que c'est un design tellement débile. Ah Si on ouais? pouvait arrêter de le Ah mince. voir, ça serait très bien. Ouais, ben ouais. Ah, tu t'aimes pas Tu le peux le design montrer à alors? l'écran, là, mais avec une tête de droïde IG à la place de la moitié de son crâne. En tout Mais cas, ouais, non? T'aimes pas le concept non, 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 non. Ah Mais mince. corrige-moi si je me trompe, est-ce qu'on l'a pas déjà vu dans une série animée ou Ah non, 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 lui, il est non? juste apparu dans le one-shot The Rebellion, c'est tout. Et là, Ok. c'est sa deuxième apparition par Segura, donc The Rebellion qui avait fait. The Rebellion, c'était un one-shot pour l'anniversaire des 40 ans de Ouais. l'épisode 6, encore une fois, et qui avait tenté un assassinat de Mon Mothma sur une planète enneigée, si je dis pas de bêtises, qui avait Ah oui. raté, parce que justement, le fameux, je sais plus, là, le fameux personnage, pareil, de Segura, là, l'humain qui est Spice Runner et à la fois espion pour la rébellion, avait sauvé Mothma. Tommaso. Tommaso, voilà. Tommaso l'avait sauvé de Landrus. Voilà, il s'appelle Landrus, ce personnage. Mm. Bah écoute, ouais, j'aime bien son. Bah, tu vois, le IG qui vient, qui vient là dans ce coin de la tête. Je sais pas, j'aime bien le design. Je sais pas si c'est une race connue de Star Wars. J'espère qu'on ne l'aura jamais au grand écran. Bref. Oh, sérieux? Ah non, ouais, je suis pas tellement Non. d'accord. Moi, j'aime bien son design un peu pété. Bon, ça fait très comics, tu me diras. Peut-être pas. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais non, après, niveau. Il aurait eu sa place dans le livre de Boba Fett, là, avec le gang des Oui, oui, effectivement. Effectivement. Après, tu vois, le personnage de Reyna, on le verra, elle est très très mal dessinée, donc la colite. Mais j'ai bien aimé sa relation avec Adélard. Tu sais pas trop quelle relation elle a. Elle essaie de le pécho pendant tout le truc. Tu te Ouais, rends compte qu'après, ben, il se couche avec quand même. C'est une relation amoureuse un peu malsaine, mais je trouve ça un peu. relativement intéressant. Ouais, effectivement. Sinon, pour rester sur comment dire, les caméos, les choses comme ça, on peut parler du personnage de. Un de ceux qui s'est le plus forcé, là, le dessinateur pour le dessiner, c'est le personnage de l'acteur Warwick Davis. Oui, Weasel, voilà, on l'a mentionné vite fait, il faut qu'on en parle, le Là, Weasel. renseigne-moi, est-ce que c'est le même personnage que dans Solo? Alors, exactement, c'est le même personnage que l'épisode 1 et Solo. Ouais, il était. Ouais, l'épisode 1, évidemment, on remonte à Ouais, loin, ouais, là, ouais. mais. Mhm. Ouais, c'est le même personnage qui s'appelle Weasel, qui est un voleur et qui a jamais été repris depuis l'épisode 1 et Solo. Donc, c'est cool qu'ils reprennent ça en comics. C'est un Mhm. caméo, tu l'as dit. Et on reconnaît bien l'acteur, donc c'est Ouais. ça, ça prouve qu'il est capable. S'il met le temps nécessaire, il est capable de Ben, faire des visages. Mais bon. on en parlera en dessin, mais je pense avoir une explication. Et encore une fois, je trouve que sur les dessins proches, là, tu vois, même Zori Bliss ou Zava Bliss, là, enfin, la maman, elle est Ouais. quand même bien faite. Parfois, il fait des bons trucs, parfois, il fait des trucs moches. Donc, Mm. là, il a bien fait le Warwick, on le reconnaît très bien. Exact. Et encore, ça dépend. Là, regarde, tu vois, là, tu as une page où il est un peu moche, et puis après, là, tu vois, en gros plan, il est quand même bien mieux fait, quoi. Donc, ouais, bon, ça, c'est les dessins, mais très, très cool comme perso aussi. Mais c'est ça. Moi, je suis complètement perdu dans tous les personnages, les intrigues, les ci, les ça, qui joue quel rôle, les passeurs d'épices. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est peut-être justement parce que j'y trouve pas d'intérêt que j'ai du mal à m'y retrouver, mais ouais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi la fin, le numéro 4, où donc tu as la trahison de Reyna. Adélard va réaliser. Alors, tu as tout un speech de Reyna qui défonce Adélard moralement, qui lui dit, mais en fait, tu été un pion de l'Empire jusqu'à la fin. Et lui, je trouve ça intéressant que lui, il pensait vraiment ce qu'il avait dit Dark Vador. Il y a un petit flashback où Dark Vador lui dit qu'on a des plans pour toi au sein de l'Empire. Et lui, il était persuadé que dans son secteur d'Anoët, c'était ça le plan de l'Empire et tout. Et il se rend compte qu'en fait, il est complètement mis à l'écart de tout ce que l'Empire veut faire, parce que l'Empire, ils ont prévu d'aller sur Jakku. Lui, il n'a pas du tout vent de ce qui va se produire sur Jakku. D'où peut-être ta critique, et je la comprends totalement, du fait que Battle of Jakku, mais même le méchant principal ne sait même pas au courant. voilà, qu'une bataille à Jakku va avoir lieu. Mais Ouais. j'aime bien son petit dilemme, comme quoi, merde, putain, l'Empire m'a peut-être joué des tours, je me suis fait baiser par Vador, l'empereur, tout ça, il se foutait de ma gueule. Bref,
Rena lui fait un peu réaliser ça, et il a été un peu délusionné, je sais pas si ça te dit, Ouais. mais bien aimé ça. En français, je suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est une mauvaise traduction, mais Délusionné. écoute, moi, l'impression que ça me laisse, là, c'est là, après deux tomes, là, c'est que Marvel s'est dit hey, on est arrivé au retour du Jedi. Là, on va lancer une nouvelle série Star Wars. T'sais. Donc, l'entre-deux, la transition, on va faire quelque chose sur la bataille de Jakku. Donc, on lance l'appel d'offres. On a l'auteur Alex Segura qui soumissionne. Non, je dis ça à la blague, mais tu sais, qui reçoit la commande, fait quelque chose sur la bataille de Jakku. Et là, Alex Segura, au lieu d'aller lire toutes les séries puis de faire quelque chose sur la bataille de Jakku, non. Il dit, je vais faire une histoire avec mes personnages à moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait très Segura. Il n'y a aucun début de commencement de rapport avec la bataille de Jakku. C'est vrai qu'en fait, ils auraient dû pas l'appeler Bataille de Jakku, je suis d'accord, et juste continuer la série Star Wars. Ça fait très série Star Wars classique. C'est un arc de la série Star Wars. Ça pourrait, si ça aurait pu s'appeler Adelard ou, tu sais, je sais pas. Continuer les 50, je sais que Soul a terminé avec son 50, tu continues sur 10 numéros, 12 numéros, la pré-bataille de Jakku, et tu l'appelles quand même Star Wars 2020, quoi. Ouais, c'est bizarre de l'avoir appelé comme ça. Après, je veux pas lancer la pierre, c'était une hypothèse que je disais, ça se peut que ce soit l'inverse. Ça se peut qu'effectivement, ce que tu dis peut carrément être une possibilité, que c'était prévu pour être tout simplement à la fin de la continuité, puis qu'après ça, c'est des marketeurs qui font du marketing, là, les Québécois saisiront la référence, mais on nous dit ah, ça va être vendeur, on va écrire Bataille de Jakku. Ça, c'est très possible. Sinon, Jean, je vois le temps qui file. On aborde les magnifiques dessins de Stefano Raffaele. Et pourtant, Raffaele, on l'avait vu en meilleure forme sur pas mal de trucs. Il a fait pas mal de Black, White and Red, Dark Maul, Dark Vador. Il a fait pas mal il est sur Legacy of Vador. En fait, sur Legacy of Vador, il va alterner avec Luke Ross. Luke Ross, il a fait les 3 premiers numéros, puis il s'est barré, et puis Raffaele va faire les 4 et 5. Mais il y a Luke Ross revient à partir du 6, donc c'est juste temporaire, heureusement. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Je trouve que c'est pas du gentil quand même. Faut pas déconner, Francis, quand même. Si. Ben, sur certaines cases, je te ferai remarquer, là, j'ai pas les planches à montrer à l'écran, mais je te ferai remarquer que souvent, on a des visages vides aussi, comme Georges Gentil aime nous pondre. Alors, tu parles des visages vides quand ils sont loin. Alors, effectivement, là, ça rejoint ma critique de quand les visages sont plus proches. Je te dirais que même s'il est de proche, Luke Skywalker, son visage est toujours vide. Mais ça dépend, je dirais pas. Il est incapable de dessiner Luke Skywalker. Ouais, alors ça dépend des personnages, ça dépend des. Alors parfois même le personnage peut être une fois bien dessiné, une fois. C'est inconstant, je suis d'accord avec toi. Ouais, comme tu dis, ça va par personnage. Sa Leia aussi est dégueulasse. Par contre, sa Mon Mothma est quand même bien. Mais ça dépend, regarde, je te mets un Luke, là, une page de Luke, et alors, tu trouves moche? Alors oui, il n'est pas très ressemblant, mais c'est pas moche non plus. C'est une façon très gentille de le dire. Ouais, mais disons que c'est pas moche, quoi. Enfin, tu reconnais un peu Luke, quand même, non? Je sais pas. Ouais, là, je t'ai pris une blond, habillé en noir, puis qui ressort de la là. Je t'ai pris peut-être une mauvaise page, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des passages, il y a même un passage. Attends, je vais te prendre la Afra, où il y a une case où la Afra, elle est méconnaissable, quoi. Alors, alors, je sais pas si ça se voit trop. Plusieurs pages. Ouais, plusieurs, mais non, parce qu'après, là, tu vois, la splash page où. Là, en plus, c'est moi qui contrôle. Je te mets que les visuels où il est plutôt pas mal. Je te mettrai des moches. Mais là, la fameuse dernier numéro là, de le cliff avec. C'est pas mal quand même, tu vois. Ouais, là, il est bien. Là, il a fait du décalque de la série Dr. Afra par d'autres dessinateurs. Mais tu vois, sur d'autres pages où on la voit et de face et de côté, on va voir à quel point ce n'est pas le même personnage quand il est. Oui, voilà, exactement. J'ai trouvé où là, elle est extrêmement moche, celle du bas. La case du bas est extrêmement moche, je suis d'accord, mais là, encore une fois. Mais même dans les pages suivantes, c'est le cas aussi. Là. À un moment donné, elle est vraiment de côté, là, à 90. Puis... Ouais, voilà, peut-être qu'il a plus de mal avec les. De face, on dirait vraiment qu'il fait du copier-coller. Parce qu'après, quand c'est de face, tu vois, Lando là est pas mal, mais je serais d'accord avec toi, quand les gros plans, parfois les yeux, je crois qu'il y a un problème, les yeux, il rend les personnages ultra flippants. Là, tu vois, Lando, il fait flipper. C'est les yeux, je crois qu'il y a un problème avec les yeux, il n'arrive pas à dessiner les yeux. Je vais te montrer quand tu prends les méchants, genre Adelard ou l'acolyte, là, ça fait très peur parce que les yeux sont ultra écarquillés. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais. Ah, puis, regarde, ce que tu montes à l'écran, je vais attirer l'attention aussi, mais je suis d'accord avec toi là, sur les yeux, mais je vais attirer l'attention aussi sur l'espèce de lumière, d'aura là, des personnages, là, tu sais, c'est ça,
autour de Adélard. On a ça sur... là, c'est loin d'être le pire des exemples, mais on a ça sur plusieurs autres exemples. Il fait une espèce de contour de ses personnages. Je trouve ça, mais pas toujours, mais parfois, je trouve ça ultra laid. Je comprends pas. Ouais, surtout quand c'est dans des vaisseaux. D'accord. Dans les vaisseaux impériaux. Je comprends pas pourquoi, honnêtement. Donc, c'est ça. Écoute, pour moi, c'est catastrophique. Et autre aspect d'un dessinateur, il n'y a pas que comment dire, parce que, tu sais, justement, sur son Bel Ordre Valence, c'est très bien. Tout l'aspect mécanique, tout ça, les vaisseaux, c'est bien dessiné, etc. Les vaisseaux, c'est pas mal. Mais voilà, tu vois. Vraiment les visages que je trouve atroces. Puis, enfin, il y a l'aspect dynamisme, découpage, tout ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé l'aspect bataille spatiale, scène d'action, tout ça. Au niveau du découpage, là, je trouve ça moyen. Ben oui, au niveau bataille spatiale, on en a 2 petites, et effectivement, elles sont pas si épiques que ça. Ça manque de dynamisme niveau bataille spatiale. Alors, c'est pas moche, encore une fois, les vaisseaux sont très bien faits. Enfin, sont bien faits. Encore une fois, ils sont pas assez détaillés comparé à. Gétro Morales, il en dessine un dans son petit one-shot, là, et il le fait bien mieux que Raphaël, il n'y a pas de problème. Mais regarde, par exemple, ici, c'est ça, le visage de Rin, là, la pilote rebelle. Là, c'est moche, on dirait que c'est un autre personnage. Je suis d'accord, quand même encore. Et alors, je suis tombé sur ça, sur le Tommaso. Tommaso, c'est tellement random comme perso. Alors, en plus, il n'a rien pour le caractériser. C'est vraiment une tête de blanc. C'est générique. C'est générique. Mais pour un espion, on se dit que c'est quand même utile de passer inaperçu. Lui et le fameux chef espion qui se fait buter dans la rue, là. Pareil, lui, j'avais même pas reconnu. Tu vois, c'est les mêmes gueules en fait. Là, il y a un problème. Là, tu vois, le dessin, je serais d'accord avec toi. Tu as l'impression que c'est Tommaso. Et non, c'est le chef espion qui est censé être plus vieux, avec des cheveux blancs. Et là, il n'a pas fait. Si, il a blanchi un petit peu les côtés. Et du coup, je ne savais pas qui c'était. Lui, il n'est pas nommé par Montema dans ce passage-là. Et j'avais du mal à trouver qui c'était. C'est après qu'on me dit que c'est Beret ou quelque chose qui s'est fait buter. Tu es là, d'accord. Donc, il n'arrive pas à différencier ses visages plus classiques, on va dire. Mais. À côté de ça, il y a quand même des tâches. J'essaie de le défendre. Je ne suis pas fan de son style. Il y a Sloan aussi que je trouve très problématique sur certaines pages. Mais bon. Sloan, ouais. Mais après, voilà. Alors, tu disais les aliens. Tu pourrais montrer, par exemple, si tu veux montrer des bons, tu pourrais montrer son amiral Akbar. Voilà. Akbar, on l'a pas montré. Très, très bien, là. Qu'on voit à l'écran. Ça, pour moi, c'est super beau. Donc, je ne comprends pas pourquoi il peut mettre autant de travail sur Akbar. Puis. Regardez le visage de Mon Mothma à côté, c'est... Alors, on n'en avait pas parlé pour le tome 1, mais en fait, il faut rappeler que pour cette mini-série en 12 numéros, normalement, en numéro de Star Wars, c'est un numéro par mois, en gros, pour les ongoing ou les mini-séries, en gros. Et en fait, pour cette mini-série-là, en fait, ils ont fait 12 numéros en 3 mois. 4 mois. 4 mois, 3 mois. C'est vrai, ça expliquerait peut-être un peu l'aspect garoche. C'était 3, si j'ai pas de bêtises, c'est 3 numéros par mois. Et ça a été rushé, quoi. Ça a été rushé, et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a un gap entre la fin de la série a terminé en janvier 2025, et on a un gap jusqu'à mai 2025 où la nouvelle série Star Wars commence. Tu aurais pu étaler ça en rajoutant 3-4 mois. Les artistes, les scénaristes aussi, ils auraient moins rushé leur histoire, leur dessin. Ça aurait été beaucoup plus sympa, et je pense que Raphaël et Segura aussi dans son scénario ont été rushés, quoi. C'est mon hypothèse. Tout à fait. Sinon, on peut parler vite des couleurs. C'est ça, comme j'expliquais, ça fait le travail, c'est bien, mais j'ai pas trouvé que ça sublimait quoi que ce soit. Là. Non, voilà, sans plus. Aucun moment. Ouais. Complètement. Non, c'est pas allé. Non, ça sublime pas le dessin, malheureusement. Mais non. Et justement, je les trouve plus flashy dans le one-shot de. Alors, c'est pas le même coloriste, tu me diras aussi, de Morales aussi. Ouais, c'est Jim Campbell. Ouais. Et là, c'est vrai que la fin du tome où tu as le dialogue entre Adélard et Rhaenla, c'est affreux. Tu as des close face, je sais pas comment on appelle ça, sur les yeux, mais c'est affreux, quoi. C'est super mal dessiné. C'est affreux. Là, écoute, c'est ça. Il y a vraiment rien. Pour moi, il y a peu de choses à sauver. Je l'ai mentionné, Amiral Akbar, c'était super. C'est Lando en général. Lando, c'est ça, je trouve ça, il l'a très bien. Puis, tu sais, comme on disait, les vaisseaux, regardez les différents vaisseaux qu'on voit. Ou c'est Stormtrooper aussi, tu sais, ou Vador, tout ça. Tu sais, des fois, les casques, il y en a qui ont de la misère. Là, c'est très bien. C'est pas mal. Fait que c'est ça. Mais je suis d'accord que c'est pas au niveau de Georges Gentil. Pour moi, ça va être probablement
Surtout que là, on est pris avec encore pour 3 autres numéros là, dans le dernier album. Donc, pour moi, ça va sûrement c'est dans mon top 2-3 là, des pires dessinateurs, selon moi. Non, mais je comprends la critique, je suis pas fan non plus, mais bon, ouais. C'est dommage, c'est dommage. Sinon, il resterait les couvertures, Jean? Yes, couverture. Alors, niveau couverture, ça va être super intéressant parce que les couvertures régulières. Torrin Clark. Voilà, alors Torrin Clark, je voulais 2 petits mots sur lui parce que si je retrouve les notes, Torrin Clark, parce qu'en fait, on n'en a jamais trop parlé, mais en fait, il a toujours été là. C'est un variant cover artiste plus qu'un cover artiste. Bon, là, il fait les régulières, là, tu les montres. Les 4 régulières, je les trouve vachement mieux, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, j'aime beaucoup Phil Noto, mais je les préfère à celles de Phil Noto du tome 1. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, pas, mais moi je suis un fan de Phil Noto. Déjà, ensuite, côté. En fait, il fait des très beaux, par exemple, pour les visages qu'on connaît. Tu sais, Leia, Lando qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est magnifique. Super. Par contre, c'est son montage, c'est son arrangement là, de plein de personnages sur la. J'ai du mal. Je cacherai pas, j'ai vraiment là. J'adore. C'est son choix là, comme là ici avec le logo de la Nouvelle République. Mais tu sais, ces visages, comme là, ce qu'on voit à l'écran, c'est Mon Mothma. Écoute, c'est magnifique. C'est vraiment super bien fait. Ouais. Et il y a ouais, c'est ça, aux Horribilis ici. Il y a juste sur le dernier, par contre, Adele Hard. Bon, évidemment, c'est un personnage qui n'a jamais eu d'acteur, hein, mais je trouve qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a dans les BD comme tel, dans les comics, effectivement. au niveau du visage. Mais c'est ça. Sinon, c'est beau, comme je disais, puis tu sais, couleurs flashy, etc. C'est juste l'espèce de montage de différents personnages que j'ai un peu de mal. Ah ouais, tu vois, moi je soutiens le Torrin Clark parce que j'adore ces 4 covers. Il n'y en a pas une que je déteste ou que je trouve un peu moins bien. Les 4 sont superbes. Ils subliment justement les personnages. Afra, c'est dommage qu'elle n'ait pas mise avec son manteau parce qu'elle est avec un long manteau tout le long et on n'a pas trop l'habitude de le voir en manteau comme ça. Donc là, elle est plus en mode classique, mais j'adore. Alors, Torrin Clark, pour info, donc il a fait des tonnes de trucs, mais quasiment que des variantes. Tiens-toi bien, il a fait Ahsoka, Révélation 2022, Bounty Hunter, Dark Vador, dont il a fait l'intérieur, il a fait une petite histoire dans le Black, White and Red. Il a fait du Afra, du Han Solo et Chewbacca, du Jedi Knight, du Mace Windu et du Obi-Wan Kenobi, et tout ça en variante cover, du Haute République, du Throne, bref. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la série, donc la ongoing en ce moment, qui s'appelle Jedi Knight, qu'on suit et qu'on lit en VO là, en ce moment, qui prend un peu les Jedi du Conseil dans des aventures comme ça. Mais c'est lui qui reprend le style. Tu te rappelles la magnifique cover de Mace Windu, du comics Mace Windu, dessiné par George Antich, non? Donc la cover, alors j'ai plus l'artiste de la cover, de cette cover-là, avec le visage et le sabre à côté. Ah, c'était digne d'une photo. Voilà, exactement. Alors, c'est pas lui, c'est pas Clark qui a fait celle-là avec Mace Windu, mais c'est lui qui a repris cette composition, et ils appellent ça des lightsaber foil variantes, et il en a fait toutes plein, enfin, il en a fait une par numéro de Jedi Knight, avec Yoda, Obi-Wan, Qui-Gon, Adi Gallia, Ayla Secura et Shakti, avec chaque fois le visage et le lightsaber correspondant. Donc, il a fait plein de couverts comme ça qui sont magnifiques, je vous conseille d'aller les voir. Donc voilà, c'est Torrin Clark, je retiendrai son nom. Torrin, facile à se rappeler. Clark. Voilà. Puis cette fois-ci, genre, est-ce qu'il y avait des variantes dans le TPB? Ben oui, alors bizarrement, vu que les régulières sont magnifiques, moi je trouve les variantes un poil moins belles. Là, c'est le fameux Francis Yu, Lénil Francis Yu, qui fait une cover classique, voilà quoi. Enfin, pour une variante, je trouve pas ça magnifique sans plus, quoi. Non, c'est vrai. Pareil, il y en a une autre là avec le fameux combat avec. Alors, ce personnage-là, c'est une des acolytes du Beyond. Et j'ai tellement mal à mon Legends quand je la vois parce qu'elle a les cheveux rouges et les yeux verts et elle un peu maîtrise la Dark Force, le côté obscur. Et ça me fait penser à Mara Jade, évidemment. C'est pas Mara Jade, c'est un personnage random, mais elle prend toutes les caractéristiques de Mara Jade, malheureusement. Donc, ça, c'est pareil, c'est une cover variante. Je sais pas ce que tu en penses. Elle est sans plus, quoi. Ouais, et puis le pire, c'est que dans l'album, il me semble qu'ils sont plus en rouge qu'en vert. C'est peut-être juste une question d'éclairage, mais bon. Ouais, voilà, et puis voilà, donc ça. Et puis là, tu as plein d'autres variantes. Alors, tu me diras ce que tu en penses. Il n'y en a pas une qui me. Peut-être celle avec. Celle des chasseurs de primes, je la trouve très, très belle. Ouais, voilà. Celle-là, là. Par Bjorn. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai bien aimé. J'aime bien celle des impériaux aussi avec le AT-AT. Puis, sauf que ça représente zéro ce qu'il y a dans. Oui, voilà, avec le fameux Grand Moff Arax. Là. Ouais. Mais voilà, il n'y a eu que ça et bon, il n'y a pas eu. Et l'autre qu'on voit à l'écran en ce moment, est-ce que c'est Weasel, le personnage
Celle de Lénil c'est ça. Francesio. C'est Weasel quand il a son masque, et c'est pareil, qu'il n'a pas dans ce tome-là, qu'il a dans le Solo, quoi. Donc, Ouais, on le voit pas avec son masque, ouais. voilà. Donc, voilà. C'est dommage, mais bon, après, les variantes, les régulières, pardon, sont tellement jolies que ça me dérange pas plus que ça, quoi. Bon, fait qu'à ce moment-là, Jean, que tu donnerais combien? T'avais donné combien au premier volume, est-ce que tu te souviens? Premier volume, j'avais donné un 13 en critiquant beaucoup les dessins. Et c'est dommage parce que là, encore une fois, comme pour le premier tome, c'est les nombreuses références, moi, qui vont sauver un petit peu la lecture de ce tome. Je ne l'ai pas nommé. Voilà. Je vais pas faire la liste de références que j'ai encore une fois pas pu mentionner ici. Je vais essayer de les mentionner pour le tome 3, mais c'est pas dit parce que chaque fois on déborde. Mais juste pour dire, le personnage qui n'est pas nommé, qui s'appelle le smuggler, ou il y a un autre nom, et qui est en fait le joueur, enfin c'est toi qui joues ce personnage, donc, que tu crées toi-même dans le fameux jeu Star Wars Uprising. Okay. Tu sais, le fameux jeu mobile 2015 qui se passe à cette période-là, et dont Adelard, Bragg, le Iron Blockage, le secteur d'Anoat, tout ça est tiré de ce petit jeu qui n'existe plus malheureusement. Et bien là, il y a une mention faite dans le numéro 4, je crois, par Valence et par Sloan, d'un fameux personnage sans nom qui s'appelle le Smuggler, et qui est donc ce fameux personnage joueur, quoi. Je trouve ça rigolo de l'avoir inclus dans le comics, dans l'histoire, et qui a eu son importance, quoi. C'est qui smugglerait, qui infiltrait également les rangs impériaux, qui a donné des infos à la rébellion, quoi. Donc c'était intéressant, ce petit clin d'œil. Mais voilà, à part ça, donc note, alors moi j'ai plus aimé ce tome-là que le tome précédent, donc j'ai mis un petit 14 sur 20, c'est un point de plus que le tome précédent, mais je sens que tu vas être plus méchant. sévère. Non, mais écoute, c'est pas une question de toute façon d'être méchant ou sévère. J'avais mis un 8 au précédent. Je suis devant mon tableau des. J'hésite beaucoup à lui mettre un 7 ou un 6. Écoute, je pense que ça va aller sur le. Je pense que ça va aller sur le 6, bien franchement. Là. Ouais, donc 30%, là, non, pour moi, c'est un échec, mais total. C'est pire que le premier. À la limite, dans le premier, ben, tu mets des choses en place. Il y a un côté que ça pique la curiosité, tout ça. Là, cette fois-ci, non, pour moi, c'est un naufrage. Écoute, on verra pour l'album final, le 3e tome. On peut peut-être tout de suite annoncer qu'on va avoir des amis avec nous. Pour le final. Il y a quelqu'un qui est très très véhément envers cette série, qui veut donner son envie pour le tome 3. D'habitude, souvent, les gens ne sont pas motivés quand ils n'ont pas aimé quelque chose. Et là, c'est l'inverse, c'est le côté obscur. Donc là, c'est la haine qui le motive. On va essayer de défendre ça. Alors, je crois que je vais être face à deux qui n'ont pas aimé. Mais en tout cas, attends, juste avant, je sais qu'on a débordé là, je suis vraiment désolé. Il y avait quelques problèmes de continuité. Je ne sais pas si tu voulais les nommer, ça va être vite fait. Ouais, vas-y, rapidement. Parce qu'il y a la mention par Akbar, justement, de la libération de Sullust et de l'invasion de Naboo, qui sont deux événements post-épisode 6, qui sont donc genre l'invasion de Naboo, c'est présent dans Lost Star. Et la libération de Sullust, ça n'a jamais été vraiment dessiné ou écrit, mais c'est dans le beau livre Star Wars Timelines, où ces deux événements sont datés à +4 après la bataille de Yavin, alors que là, techniquement, alors tu disais en intro, on est en +4, mais moi j'avais vu qu'on était en +5 dans ce tome-là, République Under Siege. Donc c'est des événements qui ont déjà eu lieu, alors que, d'après Akbar, là, on est vraiment en même temps, quoi. Donc c'est un peu... Ouais, ben Sullust, Sullust, il y avait déjà une bataille dans le roman Battlefront, comment ça s'appelait, par la 61e Légion d'infanterie, là. Mais je me demande si c'est pas la même bataille. Bref, celui d'Alexander Freed. Ouais, mais j'ai un doute si c'est la même bataille ou quoi. Mais ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il la perdait. C'est ça, il libérait. C'était un peu ça le concept du livre. Là. À chaque fois, il libérait des planètes puis il la reperdait après. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, c'est intéressant d'avoir le petit caméo, le petit nom, Naboo, tout ça. Si tu as lu Lost Star, c'est sympathique quand même, mais bon, problème de temporalité. Rax, on parlait de Sloan dans le tome 1 qui avait un problème de grade. Là, c'est pareil, Rax, il utilise le grade de Counselor, alors que dans Aftermath 2, alors j'ai plus le nom, Live Dead, j'ai plus les titres en français. Le deuxième roman Riposte. C'était Dette de vie. Dette de vie, voilà. Ce roman établit que Rax a pris ce titre après avoir été séparé physiquement de Sloan, qui fait d'autres bails, et Sloan n'a eu vent de ce nouveau titre de Counselor qu'après les événements du 3e Aftermath, et ce comic se passe avant, donc c'est pas possible.
Donc voilà, en gros, c'est ça, ces petits trucs comme ça. On a encore une autre problème, on a plus de problèmes dans celui-là que dans le précédent, où Sloan et Rax sont décrits comme des membres du Shadow Council, hein, le fameux Shadow Council créé dans Aftermath également, alors que dans la Aftermath, justement, Sloan s'est séparé du Council, comme de l'Empire, quoi. Donc elle les retrouve que durant la bataille de Jakku, qui se trouve dans le 3e roman d'Aftermath. Et encore une fois, ce comic se passe avant, donc c'est pas possible. Tu vois. Petite contradiction entre comics et romans. C'est con parce que Segura, il avait qu'un travail à faire, c'est relire quand même la trilogie Aftermath. Ouais, faut avouer que nous, c'est loin dans notre esprit, mais lui, on peut effectivement, à mon avis, il a quand même lu avant d'écrire tout ça, mais bon, peut-être que ça fait quand même beaucoup d'informations d'un seul coup. Là. Mais bon. Ouais. Après, on peut toujours se demander le story group et où sert à quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Excellent, Jean. C'est sur ces bonnes critiques. Moi, je trouve que donner un 13... non, t'as donné 14 ou 13? 14, si, ça fait du 10 sur 20. Il a la moyenne. Ouais, hein. Ouais, moi, je trouve que donner 14, on peut dire que c'est une bonne critique. Honnêtement, là... j'ai bien aimé. Je t'avoue que j'ai préféré au tome précédent. Alors, j'étais pas dans le même mood, peut-être, je sais pas. Mais ouais. Non, c'est bien correct. Donc, comme toujours, hein, les pouces, les partages, venez nous donner votre avis sur soit sur la série, soit sur cet album-là en particulier. Est-ce que vous êtes dans l'équipe, plus dans l'équipe Jean, plus dans l'équipe Francis, ou vous allez voir sur le 3e tome dans l'équipe Loïc, là, que je pense qu'il est sur le point de faire un attentat chez Marvel. Mais bref, partagez, venez en jaser, entre autres sur notre Discord, comme Jean l'a mentionné tout à l'heure, des discussions très intéressantes, entre autres sur différentes œuvres de la littérature. Sinon, faites un petit tour aussi sur notre boutique pour encourager le podcast, soutenir, pour rappel, hein, c'est loin d'être d'être rémunéré. On s'entend là, donc votre aide peut nous aider justement à publier plus d'émissions parce que ça coûte de l'argent, hein, mettre des choses sur des serveurs. Donc voilà, Jean, côté prochaines émissions, bon. Là, évidemment, ça dépend quelle date sort cet épisode-là, puis quel autre épisode sont en direct. Évidemment, on l'a mentionné en intro tout à l'heure, il va y avoir l'épisode sur Trial of the Jedi. Voilà. On a plusieurs aussi amis qui devraient se joindre à nous pour conclure la Haute République. Ah, tellement hâte, tellement hâte. Sinon, côté comics, après ça, je crois qu'il va y avoir quoi? Inquisitorius? Voilà, il y a Inquisitor. D'ailleurs, Loïc va se joindre à nous parce qu'il avait envie de critiquer ce tome aussi. Et puis voilà, ça sera pour juillet, ça sera tout. Et tu auras sûrement l'émission sur la Comic Con Montréal qui sera sortie peut-être... Oui, rendu là, effectivement. Donc, pour rappel, on fait notre conférence annuelle au Comic-Con à Montréal. Donc, on est le dimanche. Venez nous voir en grand nombre. En plus, j'ai cru comprendre qu'on était ultra bien situés cette année. Ah, cool. C'est arrivé par le passé qu'il fallait quand même aller à une extrémité, on va dire, du Palais des Congrès. Là. Donc là, cette fois-ci, on est quand même très central. Et il va y avoir un épisode qu'on prépare aussi, qu'on peut teaser, mais bref, pas sur une œuvre en particulier, donc sur les auteurs de la littérature, pas des comics, mais plus des romans Star Wars. Des best-of, ouais, c'est ça, des top et flops, là, où coup de cœur, coup de masse. Prenez l'expression que vous voulez. Donc, on a tout ça qui s'en vient. Sinon, côté série, c'est calme. Je ne sais pas s'il y a une musique, Star Wars en direct, musique en production, parce qu'il avait fait un animé, puis c'était comme partie 1. Oui, c'est vrai qu'il manque la partie 2. J'imagine qu'il va y avoir une partie 2 à un moment donné. Et c'est pas mal ça, je crois, là, dans ce qui s'en vient. Voilà. Bref, restez à l'encoute, comme disait François Pérusse, et vous ne pourrez pas nous manquer, mais c'est ça, les petits abonnements, les cloches, etc. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas nous manquer. Voilà, de la part de toute l'équipe, de la part de Jean et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.